Alors bonjour Natacha, merci d'avoir accepté cette interview. Donc je t'ai demandé qu'on puisse faire une vidéo sur le sujet de la résilience. Oui. Parce que c'est le sujet qui revient énormément, en tout cas moi dans mes consultations c'est vraiment récurrent, des gens qui sont bloqués sur des situations, qu'elles soient passées ou présentes, même parfois même sur le futur avec des appréhensions, et du coup qui peut totalement bloquer leur progression, peu importe la problématique de départ ou la pathologie d'ailleurs. Voilà. Donc je trouvais que c'était très intéressant d'aborder ce sujet et d'avoir ton expertise dessus, puisque tu es praticienne Reiki, donc tu vas nous expliquer un petit peu plus en détail tout ça. Et puis on va essayer aussi d'aborder ton parcours, parce qu'il est très parlant, très évocateur, et je pense que du coup pas mal de personnes pourront se retrouver dedans, s'identifier et te demander conseil par la suite. Voilà. Donc pour commencer déjà, est-ce que tu peux nous situer ton parcours, comment tu es arrivé au Reiki, etc. Quel a été le point culminant qui a fait que... Voilà, l'élément déclencheur. Oui, alors, donc moi j'ai été une stressée chronique pendant toute ma vie en fait. Je me rappelle pas avoir été détente, ça m'est jamais arrivé. Et j'ai été toujours dans l'urgence de tout, et notamment de vivre. Jusqu'au jour où je me sentais pas très bien. Mon médecin m'avait dit plusieurs fois d'aller faire des analyses, mais je voyais pas l'intérêt puisque j'étais jeune et que je n'avais aucun problème de santé. Jusqu'au moment où vraiment j'ai senti qu'il y avait une grosse difficulté. Donc j'ai fait cette prise de sang et on m'a appelée en urgence pour me demander justement de me rendre aux urgences puisque j'étais diabétique. Donc forcément j'avais une glycémie qui était très élevée. Donc diabétique de type 1. Hein. Oui, alors ça on l'a su après, oui. Mais effectivement c'était finalement une diabète de type 1, ce qui veut dire que c'est une maladie auto-immune, que c'est donc mon pancréas en gros qui a cessé de fonctionner pour certains, qui est même mort. Pour d'autres. Selon d'autres encore. Et du coup, je me suis retrouvée aux urgences avec l'étiquette de malade. J'ai très vite compris que c'était quelque chose qui allait durer. Et on m'a expliqué qu'il fallait pas que je m'inquiète parce que finalement, je pourrais avoir une vie quasi normale avec un traitement donc à base de piqûres tous les jours, plusieurs fois par jour, et que ma vie reprendrait comme elle pourrait, mais qu'en tout cas, voilà, fallait pas que je me plaigne. Ouais. Du coup, la remise en question, elle a commencé à cet endroit-là, à ce moment-là, donc dans la salle des urgences, où je me suis dit, ok, en fait, t'es malade, tu sais pas à quoi t'attendre et, et il va falloir faire avec. Et là, en fait, pour la première fois, je pense, depuis très longtemps, j'ai compris que j'étais vivante. Donc en fait, déjà dans la salle d'attente, oui. Il y a eu ce raisonnement qui s'est installé. Hein. Ben oui, parce qu'en fait, on m'explique que c'est une maladie, voilà, c'est pas comme j'ai pu avoir, que ce soit la grippe ou quelque chose voilà, de même un petit peu plus compliqué, qui avait une issue. Moi, on m'a vendu la chose comme quelque chose qui était irrémédiable, qui allait durer et qui allait être contraignant toute ma vie. Et ça a été compliqué. Oui, j'imagine. Donc du coup, ce fameux jour-là, il y a un petit peu, j'imagine, pas mal de choses qui s'effondrent, mais en même temps, tu sens que ça pourrait être une nouvelle étape. Ouais, disons que ce qui a fait que j'ai cherché l'étape d'après, c'est que quand on m'a indiqué donc, toutes ces nouvelles informations, on a été hyper fataliste. Et moi, je me sentais pas du tout, alors je me sentais très mal parce que j'avais un peu mal à la tête. J'avais une glycémie qui était un petit peu élevée, donc j'étais pas très bien. Mais je me sentais pas différente de ce que j'étais 3 jours avant en fait. Oui. Et finalement, j'étais capable de dire que j'étais en bonne santé, malgré que j'étais malade. Mais voilà, cette étiquette de malade chronique, en fait, je comprenais pas vraiment à quoi elle rimait, puisque qu'est-ce qui différencie quelqu'un de quelqu'un d'autre, c'est oui, sa condition, c'est-à-dire que j'ai effectivement des nouvelles contraintes dans ma vie, mais j'ai une vie finalement comme tout le monde. Je suis maman de 3 enfants, je les amène tous les jours à l'école, je leur fais à manger, enfin j'ai les mêmes soucis que tout le monde et on n'a pas mis en place un nouveau planning pour moi sous prétexte que donc il fallait bien que ça se goupille et que ça se fasse. Donc là on en est venu à l'idée qu'avec Romain, donc mon mari, qu'il allait falloir trouver des solutions et que celles qu'on m'imposait, puisque j'avais cette étiquette de malade et que j'étais le malade d'un médecin, ne me convenait pas du tout. Donc j'ai cherché beaucoup. Et je me suis aperçue que certaines personnes donc malades du diabète, de type 1 compris, avaient trouvé des solutions par elles-mêmes, mais que c'était extrêmement dangereux. Tu
sais pas où je vais en venir. On va en reparler, mais voilà, en gros, la solution que j'avais trouvée, elle se trouvait dans l'alimentation, donc pas du tout dans les médicaments. L'idée, c'était pas de dire les médicaments sont mauvais et c'est l'alimentation qui va vous sauver, mais de dire on a possibilité de trouver des solutions par soi-même en se nourrissant mieux. Clairement, c'est vrai que jusque-là, j'avais pas fait beaucoup d'efforts à ce niveau-là. Donc, j'ai commencé vraiment à me renseigner sur ces risques-là qui étaient a priori énormes et quelle était la fameuse balance et bénéfice-risque. Oui, complètement. Alors pour préciser à ceux qui ne sont pas vraiment très au fait du diabète de type 1, c'est une maladie où le corps ne produit plus ou extrêmement peu d'insuline, on pourra peut-être y revenir, et du coup il y a impossibilité de gérer la glycémie par soi-même de façon physiologique, donc on est obligé de s'injecter de l'insuline via des piqûres. Donc au niveau de l'alimentation, en fait, il faut respecter avec les bolus certaines quantités de glucides et de protéines pour que justement la glycémie soit stable la plus facilement possible sur toute la journée. Donc ça inclut souvent de faire des collations, ça inclut de calculer ses glucides à chaque repas, ça inclut de calculer aussi les bolus en conséquence quand on a par exemple une sortie au restaurant ou peu importe. Donc c'est effectivement très contraignant quand on part sur l'alimentation standard. Mais moi je trouve que les choses sont très différentes quand on bannit les glucides tout simplement parce que les choses sont claires en fait. Ouais. Mais effectivement il y a cette étiquette de dangerosité de l'alimentation cétogène puisque c'est ce dont il est question. Parce que comme il n'y a pas de glucides, et ben alors du coup un diabétique ne peut pas maintenir une glycémie normale. Or c'est un petit peu plus compliqué que ça et du coup Natacha y parvient quoi. Oui, en fait l'alimentation sans glucides, moi je ne savais même pas que c'était possible et c'est comme ça que je suis arrivée justement à te contacter parce que on m'avait expliqué justement que j'aurais besoin de toujours réajuster mes glycémies, donc qui dit insuline dit hypoglycémie dit prise de sucre. Et donc je comprenais pas bien comment ça allait fonctionner et j'avais quand même espoir justement d'éviter toutes ces piqûres. Et donc je t'ai contacté, tu m'as expliqué au téléphone que je ne faisais pas fausse route et on a décidé d'aller un petit peu plus loin. Donc aujourd'hui j'y parviens. Clairement, il y a des moments où c'est moins facile que d'autres. Il y a des moments où j'ai besoin d'insuline. Donc au début ça a été très compliqué parce que j'ai pendant longtemps réussi à maintenir des glycémies tout à fait correctes sans aucun traitement. Les petites choses de la vie ont fait que j'en ai eu besoin à un moment donné, donc il a fallu accepter l'idée et ça c'est pas évident. En fait ce qui s'est passé pour certains au diagnostic, moi je l'ai vécu un petit peu après, j'ai eu un temps de latence qui m'a permis de me rendre compte que j'étais malade mais qu'en fait c'était pas tout à fait compliqué. Et puis oui, on y parvient tout simplement parce que même avec un traitement ponctuel, et bon, ça aussi ça plaît pas forcément aux diabétologues ou aux endocrinos, mais avec un traitement ponctuel on arrive à gérer non seulement les glycémies mais en plus comme tu disais les sorties, le resto pour moi ça pose pas de problème. Je laisse juste les pâtes comme garniture sur le côté. Supplémentaire aussi. Je demande du beurre supplémentaire et je mange que le fromage de chèvre ou de brebis. Mais pour l'anecdote, l'idée c'est qu'on ne se prive pas de resto pour cette Mais cause. ça c'est important parce que c'est souvent la crainte. Oui. Je trouve. C'est la crainte, en fait la crainte c'est d'arriver à être quelqu'un de différent. Parce que nous-mêmes, quand on apprend qu'on est malade, on nous dit qu'on est différent et puis on finit par assimiler le fait que on a cette différence qui nous colle à la peau, qu'il y a des choses auxquelles on n'a plus accès. Et aujourd'hui, moi je peux dire que rien ne m'est interdit. Même les gâteaux au chocolat. Donc c'est sûr, c'est pas les gâteaux que tu feras toi, mais j'arrive à trouver aussi des petits plaisirs qui ne sont pas sucrés, mais des petits plaisirs malgré tout au niveau alimentaire. Je suis pas du tout accrochée ni à mes dextros pour ceux qui savent ce que c'est, donc c'est le petit appareil avec lequel on mesure sa glycémie. J'ai pas d'inquiétude quant au fait que mon insuline va pas être trop frais parce que clairement je ne la prends jamais avec moi. Donc c'est quand même un confort de vie qui est différent. Bien sûr qu'il faut apprendre à se connaître et c'est ça aussi je trouve l'intérêt de cette maladie, c'est que en l'apprenant différemment de ce qu'on essaye de nous mettre en tête quand on devient malade, on peut connaître la maladie, se connaître soi beaucoup mieux et du coup arriver à maîtriser, à avoir une certaine maîtrise. Et c'est l'enjeu en fait du sujet d'aujourd'hui puisque la résilience c'est arriver à se dire que on a des difficultés, des défis à relever
qui sont plus ou moins pérennes d'ailleurs, mais que en connaissant bien, de toute façon on le dit, hein, la principale qualité des chefs de guerre, c'est qu'ils apprennent à connaître leur ennemi, et je pense que c'est ça l'essentiel, c'est d'arriver à se poser les bonnes questions. Souvent l'ennemi c'est pas la maladie, c'est nous, et le fait de vraiment se remettre en question, aller travailler en profondeur sur soi, sur ce que la maladie soulève en nous, permet de mettre en lumière nos ressources. Oui, complètement. Donc du coup, il y a eu ce début un petit peu de lune de miel, hein, où tu arrivais à maîtriser totalement avec l'alimentation. Et après, je pense qu'est arrivé vraiment le sujet de la résilience, quand peut-être il a fallu accepter que certaines doses d'insuline étaient nécessaires. Et je trouve ça très intéressant parce que la vie te pousse à approfondir ce sujet finalement, en expérimentant sur toi. Mais je pense que oui, de toute façon, la vie nous pousse là où on n'a pas envie d'aller. Oui. Et j'avais l'impression que j'étais... voilà, il y avait une certaine fierté à pas avoir besoin d'insuline. C'était aussi de la défiance par rapport à mes médecins dont j'ai pas du tout accepté à la base, non pas le diagnostic mais la manière dont ils me l'ont présenté. Et c'est là où on plaisantait tout à l'heure, parce qu'effectivement j'ai un diabétologue qui m'a dit que mon pancréas était mort, et je ne supportais pas l'idée que de mes organes puissent être morts à l'intérieur de moi. mais c'est violent, hein, c'est très violent, et c'est ça dont les gens se rendent pas compte en fait. Quand je dis les gens, c'est les soignants, donc c'est pas une volonté de leur part, bien entendu. Je pense qu'ils n'ont pas le temps d'intégrer cette partie-là dans leur prise en charge, mais on prend en charge la maladie du malade et pas le malade. Sauf que le malade, c'est aussi quelqu'un qui, il y a 2 jours, était quelqu'un comme tout le monde, qui se sentait pas du tout différent, et psychologiquement, il y a quand même une étape à franchir. Et c'est une grosse étape, puisqu'il s'agit d'arriver à dire ok, donc en fait ma vie va complètement changer, mais c'est pas grave, elle sera quand même hyper jolie quoi. Donc effectivement ça c'est compliqué. Quand j'ai commencé à prendre cette insuline, je savais déjà pas comment faire, puisque n'étant pas une bonne malade, j'avais pas eu droit moi à la formation que certains diabétiques reçoivent en hôpital. Donc ça m'avait arrangé quelques mois auparavant. Mais là, je me retrouvais bien seule avec, d'un côté, mes aiguilles, je ne savais pas les mettre sur le stylo. Je ne savais pas ce que c'était que de l'insuline rapide ou de la lente. Donc tout ça, ça a été en plus un challenge. Et le fait de me dire, ok, donc là, en fait, c'est arrivé comment? Un matin, je me lève, je me sentais un petit peu bizarre à nouveau. Ça faisait des mois que ça ne m'était pas arrivé. J'étais toujours autour de 100 en me réveillant. Et là, je me suis lavé les mains 3 fois, mais non, c'était bien 180. Donc, impossible de me piquer. En fait, j'ai refusé. Il y avait quelque chose qui se passait en moi. Non. C'était pas possible. Donc c'est mon mari qui m'a fait la première injection d'insuline. Non sans mal parce qu'il n'aime pas lui les piqûres, donc en faire à quelqu'un d'autre, et moi en l'occurrence c'était compliqué. Et forcément au bout d'un quart d'heure ça baissait pas. Donc il était parti au travail. J'ai réussi à me faire une 2e injection. Du coup j'étais à 6 unités. Et du coup, une demi-heure après, j'étais à 50 et donc en belle hypo. Et c'est là où, effectivement, je me suis dit, tu peux pas juste accepter la fatalité et entrer dans ce cercle vicieux dont on avait parlé et qui me faisait si peur, de se dire, en fait, oui, je vais prendre de l'insuline, je vais pas gérer parce que je sais pas comment ça fonctionne. Donc je vais être en hypo, puis je vais manger du sucre, être en hyper à nouveau. Ça, c'était quelque chose... voilà. Ce jour-là, j'ai compris qu'il fallait mettre en place des choses. Et grâce à l'alimentation cétogène que j'avais quand même expérimentée avant, j'ai appris à gérer le nombre d'unités qu'il faudrait désormais pour... qui sont largement plus faibles qu'avec une alimentation standard, quasi inexistante, quoi. Et en plus, toi, tu l'avais déjà commencé depuis un petit moment, donc le corps était s'auto-adapté, ce qui fait que c'était largement plus facile. C'est ça. Et donc juste petite parenthèse par rapport à ça, on pense que quand on commence, puisque c'est ce qu'on m'a dit, les médecins m'ont dit, là si vous commencez il faut aller jusqu'au bout, et on ne peut pas prendre de traitement à l'insuline sans prendre les glucides qui vont avec. D'ailleurs on m'a demandé de manger un plat de pâtes après... Mon Dieu, heureusement je travaille pas en milieu hospitalier, mon Dieu.
après ma première prise d'insuline. Donc il faut savoir que je suis remontée des 50 à 110 sans monter au-delà en mangeant un steak et de la charcuterie jusqu'à arriver au niveau qui me convenait et sans faire le yo-yo. Et c'est ça qui est important, c'est qu'on est capable, et c'est là où on voulait en venir aussi, de maîtriser ce qui est maîtrisable. En fait, je pense que dans chaque pathologie, il y a une part de maîtrisable, c'est-à-dire on a effectivement des circonstances qui font qu'on doit s'adapter, mais on peut le faire. Et il y a aussi, dans toute pathologie, des choses qu'on peut en tout cas moins gérer, soit parce qu'on ne connaît pas assez les maladies, c'est pour moi une possibilité, soit parce qu'on ne se connaît pas assez soit tout simplement parce que quand on est malade, il faut accepter le fait qu'on est réellement malade et que c'est pas le docteur qui nous le dit juste pour nous embêter. Et je pense qu'en acceptant ça, finalement cette partie-là de contrainte devient moins énorme que si on a tout le package. Donc en maîtrisant ce qui est maîtrisable, en se maîtrisant soi, ce qui n'est pas maîtrisable est tout à fait acceptable. Alors du coup, est-ce que tu peux nous définir la résilience et en quoi la pratique du Reiki permet d'y parvenir ? Oui, alors parce que je vais d'abord parler du Reiki, c'est comme ça que moi j'ai appris à devenir résiliente. Clairement, je sentais que je bouillais, donc effectivement j'étais un petit peu sur un terrain inflammatoire, donc je pense 160, parce qu'il y a le stress qui joue énormément aussi, il n'y a pas d'alimentation. En fait, j'étais quelqu'un, comme je le disais au départ, de très stressé. J'ai vécu un choc émotionnel, n'en déplaise à certains médecins, juste avant le diagnostic, donc je pense que c'était latent, mais qu'il y a eu un élément déclencheur. Et en fait, tout ça, le fait de devenir malade, de devoir peut-être me traiter, d'avoir peut-être un organe mort, a fait que j'étais finalement encore plus stressée. Il y a eu un effet geyser. Et tout est sorti, ce qui était bien puisque ça ne m'était jamais arrivé. Par contre, j'ai compris qu'il fallait canaliser ça. Et plus que le canaliser, peut-être essayer d'évacuer, puis réduire les sources de stress. Donc j'ai commencé à analyser ma vie quotidienne, à comprendre que oui, tout était source de stress chez moi, que je ne faisais absolument rien dans mon organisation pour me soulager, et surtout que j'avais aucun moyen de alors non pas de me défouler, parce que ça j'avais, le problème c'est qu'on se défoule quand on a toujours un trop plein. Là l'idée c'est d'arriver à plus être en proie à ces énergies finalement en trop dans notre corps. Et moi j'ai trouvé le Reiki parce que quand on commence à faire des recherches de lien en lien, on tombe sur des trucs intéressants, que c'est quelque chose qui m'a parlé, donc j'ai commencé à me renseigner. J'ai rencontré une maître Reiki qui franchement a changé ma vie. J'ai rencontré beaucoup de personnes d'ailleurs à ce moment-là qui ont changé ma vie. et j'ai appris que le Reiki c'était une façon de méditer. Donc quelque chose qui m'était familier et en même temps, je me suis aperçue à ce moment-là que j'avais l'impression de méditer, mais que ce que je faisais, c'était tout simplement mettre des rustines là où il y avait de la fuite. Et j'ai appris une méthode, j'ai acquis un savoir qui m'a soulagée parce que j'ai compris que la souffrance et le stress étaient universels et que, étant donné que c'est universel, tout le monde peut arriver à en faire quelque chose. Donc l'idée c'est de transmuter plutôt que de faire disparaître. Et le Reiki est donc un toucher méditatif qui permet d'harmoniser les énergies des différents corps. Donc on se base sur les chakras, qui sont des centres d'énergie, de circulation d'énergie, et qui peuvent être soit hyperactifs, soit bloqués. Et en agissant sur ces chakras, on va clairement se libérer, puisqu'on va faire de la place dans notre corps, pour arriver à se retrouver soi, à retrouver des sensations qui ne sont pas exagérées, qui sont juste les nôtres, et du coup à les comprendre et les accepter. Et si on ne les accepte pas, faire en sorte de les estomper un maximum. Voilà. Donc ça c'est le Reiki, en tout cas ce que moi j'en tire, c'est l'enseignement que j'ai tenté de mettre tous les jours dans toutes mes pratiques. Et cette façon de vivre, puisque c'est clairement un mode de vie, on a d'ailleurs, on parle de préceptes Reiki avec le fondateur du Reiki, Mikao Usui, qui avait donc pour habitude de nommer 5 préceptes tous les matins, et qui sont juste finalement du bon sens. Donc ça on pourra en reparler peut-être plus tard, mais l'idée c'est de se dire que en fait on arrête de se faire du mal.
Juste ça, on arrête. Ça paraît simple, mais... Ça paraît très simple et en même temps je pense que c'est hyper compliqué, notamment quand on n'a jamais réussi à le faire avant, qu'on apprend encore une fois qu'on a une maladie ou juste quand on s'aperçoit qu'on est victime de son stress depuis toujours. Se dire bon mais du coup je vais arrêter de me faire du mal, c'est compliqué. Donc faire de la place en soi et aller finalement creuser ce qu'il y a au fond et ce que ça veut dire pour nous, c'est la clé. Et c'est la clé de quoi c'est la clé de cette fameuse résilience qui finalement va nous pousser à faire de nos contraintes, nos forces. Donc il y a des grands spécialistes de la résilience, je pense à Boris Cyrulnik qui a des petites phrases comme ça qui sont hyper percutantes et qui peuvent parler à beaucoup, mais pour faire simple, la résilience c'est le fait de se dire ok voilà, je suis lucide sur ma situation, elle n'est pas idéale, elle est même carrément chiante pour certaines des fois, mais c'est la mienne. Et ce que je peux pas changer, encore une fois, je suis obligée de faire avec. En revanche, le fait que moi je veuille vivre bien, ça c'est pas modifiable et c'est pas négociable. On peut pas négocier avec soi d'accepter d'avoir une vie pourrie juste parce qu'on nous dit qu'on est malade ou qu'on a un souci X ou Y, parce que la résilience elle se rencontre dans bien d'autres contextes. Donc c'est se dire on va faire de nos faiblesses nos forces et repartir avec, et encore plus fort, avec encore plus le sourire et encore plus d'énergie pour justement aller vaincre tout ce qui arrive, parce que dans la vie, c'était si simple si... C'est sûr. Mais non, ça se passe pas comme ça. Et oui, quand on apprend à être résilient, ça nous aide dans tous les pans de notre vie et dans toutes les situations qu'on rencontre à partir de là. Ouais. L'état d'esprit est vraiment déterminant, peu importe la situation, qu'on soit malade ou pas malade. La façon dont on aborde les choses est déterminante, quoi. Et c'est un truc que je dis souvent à mes patients. Vous pouvez pas changer ce qui vous arrive, par contre vous pouvez changer la façon dont vous le percevez. C'est ça. Et ça va être le jour et la nuit, ne serait-ce qu'au niveau du cortisol. Alors moi je suis très attachée à tout ça, puisque c'est mon domaine, mais pour le coup, tu pourras en témoigner dans cette phase où tu étais stressée, où voilà, il y a des choses qui ont été chamboulées dans ta vie. Tes glycémies n'étaient pas bonnes, quoi. Du tout. Parce que le stress est un impact énorme sur la santé. Donc là, on est dans le cadre du diabète, mais finalement, dans n'importe quelle pathologie, qui est de l'inflammation, qui est de l'auto-immunité, qui est du cardiovasculaire, peu importe, ça va avoir un impact. Donc il faut absolument, pour les personnes malades et même non malades encore, apprendre à prévenir ça, apprendre à contrôler, avoir un état d'esprit pas qui est que dans le positif, parce que c'est pas ce qu'on essaie de dire, c'est pas ça la résilience, c'est juste prendre du recul, je pense, analyser les choses, se dire ok, là je me pose, j'analyse le truc et je vois ce que je peux faire ou ne pas faire. Ouais. On n'est pas sur forcément le monde des bisounours où tout est beau, tout est gentil, et ça nous glisse dessus, quoi. C'est pas du tout ça. Et ça, toi, du coup, comment tu amènes tes clients là-dessus? Quels sont tes outils, si tu veux bien nous en parler? Alors déjà le Reiki, il faut savoir que je pratique aussi par égoïsme, parce que justement pour les raisons que tu viens d'indiquer, donc là on parle du diabète effectivement, mais oui, j'ai été victime de ces montées de cortisol, notamment le matin. Là où je le voyais, c'est que j'avais finalement des glycémies pas si pourries en me levant. Par contre, le fait de mettre en route ma journée, donc avec une journée de maman avec 3 enfants qui devaient partir au boulot à 7h30, clairement, je montais beaucoup, mes glycémies étaient juste dégueulasses une demi-heure après. Donc ça, c'était un vrai problème. Et le Reiki, je me suis aperçue très vite qu'à chaque fois que je pratiquais, je baissais. C'est-à-dire que peu importe la glycémie de départ, le fait de me détendre, d'être focus sur autre chose et notamment sur la respiration, puisque ça c'est aussi quelque chose d'important. Donc là on sera plus sur les neurosciences, mais l'idée c'est de se dire que quand on arrive à agir positivement sur notre stress, les résultats sont immédiats, y compris pour quelqu'un qui a une maladie qui n'est pas simple à gérer. Donc clairement moi, plutôt que de prendre de l'insuline, en gérant les doses, je préfère faire une séance de Reiki. C'était déjà le cas avec la méditation, et c'est ça qui est important par rapport à ce que tu disais pour les personnes que tu rencontres. Voilà comment ça joue. En fait ça agit directement et immédiatement. C'est encore mieux qu'un médicament miracle. Alors ça n'enlève pas la maladie, ça n'enlève pas forcément les symptômes. En tout cas, ça aide à reposer le mental et à se dire ok, donc là j'en suis où?
où est-ce que je veux aller et comment peux faire. Et ça, c'est important d'avoir toujours une perspective en fait. De toujours pouvoir se dire, il y a des alternatives, il y a des solutions. Mais souvent, ce qui fait qu'on n'en trouve pas, c'est qu'on n'a pas l'esprit, on n'a pas l'état d'esprit pour se positionner dans la réflexion. On est finalement pas du tout dans le moment présent, et ça c'était quelque chose que j'arrivais pas du tout à faire d'ailleurs avant. Alors que quand on commence à juste être présent à ce qu'on est en train de faire, et la chose qu'on fait tous tout le temps, c'est respirer, parce qu'encore une fois c'est très important, on s'aperçoit que finalement tout autour de nous devient moins dense, moins intense, et on a finalement plus de temps pour poser sa réflexion et donc prendre les actions qui correspondent aux besoins. Et ça, aucun médecin ne le fera à votre place, c'est vous et vous-même. Aucun médecin, je dirais même qu'aucun médicament, et encore une fois le but c'est pas de dire que les médicaments ne servent pas, parce qu'on ne peut pas vivre sans certains pour certaines personnes. L'idée c'est de se dire qu'il n'y a pas que ça, qu'on peut avoir accès à plein de choses complémentaires, et qu'aujourd'hui on a très très peu accès parce que les médecins n'ont pas le temps, ne serait-ce que d'étudier la chose pour pouvoir la transmettre, ou au moins transmettre l'idée que ça peut être possible. Et ce qu'on ne connaît pas en général fait peur, et c'est aussi ce dont est victime l'alimentation cétogène, parce que l'alimentation cétogène elle est utile dans bien des cas, je dirais même dans tous les cas. J'ai eu un exemple il y a 2 jours d'ailleurs, d'une patiente qui s'est faite littéralement engueuler parce qu'elle allait le faire, quoi. Mais c'est de la méconnaissance, effectivement. Oui, et je pense que pour le coup c'est la faute de personne, c'est de la responsabilité de tout le monde. C'est de la responsabilité de nos médecins, c'est de notre responsabilité quand on est malade de se dire s'il m'en parle pas, moi je vais pas chercher. Si on me dit que c'est dangereux, je vais pas aller plus loin. Parce que, comme je l'ai toujours dit moi aux soignants qui me suivent, si c'est dangereux, étant donné que clairement je me fais assez de dextro dans la journée pour pouvoir voir qu'il y a un problème, je saurais qu'il y a quelque chose, et donc je pourrais prendre les actions. Sauf qu'aujourd'hui, et je pense que c'est la faute à personne, la faute à la manière dont on vit tous, on n'a pas le temps de se poser ces questions-là. Et pourtant, c'est les questions essentielles au bon fonctionnement finalement de notre physiologie. Oui, complètement. Tu as totalement raison, je suis d'accord. Tu prêches une convaincue, ça c'est pas nouveau. Et est-ce que du coup tu peux nous raconter le déroulement d'une séance avec toi ? Oui, alors j'ai mis beaucoup de temps finalement à réfléchir sur la manière dont je voulais aborder la chose avec les personnes que je rencontrerai. Ce qui me tient vraiment à cœur, c'est d'aider les personnes qui ne trouvent pas aujourd'hui comment devenir résiliente. C'est vraiment le point de départ. C'est-à-dire j'ai un souci, en fait à part me dire j'ai un souci et il faut que quelqu'un m'aide, j'ai pas d'autre solution. À partir de là, le Reiki va venir d'une part apaiser les tensions immédiatement. Donc ça c'est comme ça que je fonctionnais jusqu'à maintenant essentiellement, avec des séances de Reiki d'abord axées sur la relaxation. Et puis ensuite, à force de travail, de relaxation, on peut arriver à trouver autre chose en nous, à laisser émerger finalement des sensations qu'on avait refoulées ou qu'on ignorait carrément. Et donc j'ai découvert aussi d'autres outils. Alors certains je les utilisais avant sans trop les connaître, juste par finalement sensibilité. C'est vrai qu'encore une fois, on est des personnes qui cherchons. On est des éternels chercheurs. Donc des fois on trouve des choses, on ne sait pas trop comment les utiliser. Et puis finalement ça se met en place. Donc parmi toutes ces choses que j'ai trouvées, effectivement il y avait cette respiration. Je ne comprenais pas bien le fonctionnement, mais j'avais remarqué que ça jouait beaucoup. Et puis il y avait aussi des outils d'organisation. Moi je suis quelqu'un qui a toujours été considérée comme bordélique étant gamine. Alors qu'au fond de moi, je savais que c'est juste que j'avais pas trouvé l'organisation parfaite. Donc ça servait à rien de ranger quelque chose qui allait être en bazar juste après. Et c'est pas juste une parenthèse anecdotique, c'est que l'organisation aide énormément dans le stress. C'est-à-dire qu'on peut arriver juste à se détendre en s'organisant. Sauf qu'il ne faut pas devenir victime de son organisation, mais c'est là
l'intérêt Ouais, et pas l'enjeu. tomber dans le psychorigide, quoi, C'est ouais. ça. Et c'est très difficile. C'est très très difficile et ça fait partie des outils justement Ouais. que j'essaye de transmettre. Et donc tout ça s'appuie aussi sur les neurosciences, c'est pour ça que ça me tient beaucoup à cœur aujourd'hui. Les neurosciences appliquées consistent tout simplement à démontrer que justement par la respiration, par la facilitation finalement du quotidien, il va se passer des choses au niveau physiologique. Donc là, moi je t'apprendrai rien à toi et Dieu sait que j'ai à découvrir et à apprendre, mais effectivement, il se passe des choses à l'intérieur de nous qui vont agir finalement comme une cascade et d'une situation complètement tendue, complexe, perturbée, enflammée, va découler de la fluidité. Et c'est ce qui rejoint, et c'est pour ça que j'aime beaucoup le concept, justement le Reiki. C'est-à-dire qu'on est sur de la fluidité d'énergie. Moi je crois vraiment que, sans rentrer sur des domaines plus spirituels forcément, on dégage tous une énergie et notre stress aussi est une énergie de vie et justement cette énergie de vie il faut arriver à en faire quelque chose de positif parce que sans ça elle nous dessert. Donc tout l'enjeu du Reiki comme des neurosciences comme de tous les outils de développement personnel qu'on peut trouver même du rangement, de l'organisation, du ménage, l'idée c'est de finalement toujours aller dans le même sens, avoir toujours le même objectif, c'est-à-dire comment faire en sorte que mon énergie devienne une énergie de vie positive. Et du coup, mes accompagnements, puisque plus que des consultations, je cherche à accompagner les personnes dans leur autonomie face à leur processus de résilience, ou en tout cas dans leur processus de résilience. Donc l'idée, c'est d'avoir une discussion où la personne peut s'exprimer, parce que souvent c'est compliqué, on s'aperçoit que, notamment en tant que malade, on rencontre des gens qui n'ont jamais parlé de ce qu'elles ressentaient. Ces personnes-là n'ont jamais, même ne serait-ce que identifié ce qu'elles ressentaient réellement. Donc là, on se pose, on discute de leurs problématiques et ensuite, on va mettre en place les outils appropriés. Et les outils, forcément, ne seront jamais les mêmes. Oui. Alors, bien sûr qu'on va retrouver malgré tout des similitudes, mais le besoin de la personne change de séance en séance. Et donc de personne à personne, c'est encore plus flagrant. Donc l'idée, c'est un accompagnement où d'abord on pose, on dépose ses émotions. Il faut aussi du repos, et ça on en a peu aujourd'hui en tant que femme. Oui. Donc je propose du repos, et ensuite de la relaxation par le Reiki. Et enfin, on met en place des outils, notamment effectivement de respiration, d'écriture, d'organisation, qu'on travaille ensemble, que la personne s'engage à travailler parce que c'est son travail. Voilà ce que j'allais te dire, c'est-à-dire que les consultations avec toi c'est une chose parce que du coup tu apprends le savoir, mais il faut que les personnes aussi s'investissent derrière et le fassent le plus souvent possible, sinon c'est comme tout en fait. C'est ça. Ouais. En fait, moi je suis en train d'apprendre, puisque j'apprends encore tous les jours bien entendu, et pourquoi j'ai des résultats, c'est parce qu'il n'y a pas un jour où je fais pas quelque chose pour moi-même. Ouais. C'est évident que si on attend d'une séance une fois tous les 15 jours par exemple, que les solutions soient trouvées, ça va être compliqué. On aura des éléments de réponse, mais c'est à la personne effectivement de trouver, parce que souvent c'est en discutant qu'on se rend compte de certaines choses, mais c'est finalement des jours après que la personne va mettre tout en place. Et c'est à ce moment-là qu'il faut qu'elle se serve des outils que moi je lui ai transmis. S'il n'y a pas ce travail personnel derrière, s'il n'y a pas cette envie et cette détermination à bosser, finalement elle pourra venir me voir pendant très un an. longtemps. Ça ne servira absolument à rien. C'est ça, c'est ce que je leur dis souvent, hein, des fois c'est... le suivi pourrait durer très très longtemps, mais moi c'est pas mon but. Ouais. Donc vraiment on est dans la transmission des outils, transmission du savoir pour ne plus vous voir. Pas qu'on ne veuille pas, mais qu'il faut que vous deveniez totalement autonome, quoi. Mais c'est ce que j'ai beaucoup aimé en venant te voir à toi, puisqu'au départ tu es quand même... Je t'ai dit que je voulais plus te voir après, c'est ça. Je te l'ai dit. Des fois je le dis. Honnêtement, ça m'a pas marqué, mais ce que moi j'attendais c'était de pouvoir me débrouiller seule, et d'ailleurs c'est ce que je t'avais dit de suite, avant même qu'on se rencontre. Et quand je suis sortie de cette première consultation, je me suis dit waouh, elle va m'envoyer des infos, puisque c'est comme ça que tu fonctionnes, elle va m'envoyer des outils,
Et moi, je vais faire ma popote, c'est-à-dire que pour le coup, j'étais libérée. Il n'y a aucun docteur, ni même médecin, praticien, qui que ce soit, qui va être dans mes pattes. Je vais encore avoir ma vie. C'est ça. Et ça, c'est juste extra. Et la condition pour que ça se passe, pour que ça devienne réalité, c'est justement cette détermination. Et souvent, ce qui se passe, c'est que les personnes qu'on rencontre tous les jours, elles sont tellement habituées à être dans des mauvaises cases, des cases qui ne leur correspondent pas à elles, qu'elles ont perdu toute autonomie. Ouais. Mais oui, c'est vraiment pas le but, surtout quand effectivement tu as une pathologie comme la tienne et qu'il va falloir vivre. C'est toi qui vas vivre avec, c'est pas moi, c'est pas le médecin c'est pas le diabéto, peu importe, c'est toi. Donc il faut absolument une transmission des outils et des savoirs aux patients, quoi. C'est fondamental. Sinon on est dans une relation de dépendance. C'est ça. Et moi, c'est pas comme ça que je perçois mon travail, en tout cas. C'est pas du tout mon but. Il y en a, c'est leur but, parce que ça rapporte bien plus, forcément. Mais moi, c'est pas comme ça que je le vois. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en demande de ça, qui veulent pas cette relation de dépendance, qui veulent totalement devenir autonomes. Et du coup, c'est très très bien, parce que moi, ça me fait plaisir de constater ça. Je vois des gens qui sont motivés, qui n'attendent pas après les autres pour aller mieux. Et ça fait plaisir à voir, honnêtement. Donc je suis contente quand il y a des personnes comme toi qui se présentent à ma porte, ça fait plaisir. Ben oui, alors après il y a un autre enjeu à ça, c'est que quand effectivement on ne veut pas revoir les personnes indéfiniment et qu'on veut qu'elles acquièrent vite de l'autonomie, plutôt que de vendre justement des outils clés en main ou je sais pas, des menus dans ton cas ou peu importe, en fait il faut vraiment qu'il y ait de la compétence et de l'expérience. Et le problème, c'est que ça s'invente pas. Et c'est pour ça que, en fait, il n'y a pas grand-chose à attendre que ce soit... Enfin, moi, je parle pour mes accompagnements. En vrai, il n'y a pas de recette miracle et c'est pas des choses que vous aurez jamais entendues. Ouais. L'idée, c'est pas de vendre du miracle ou de vendre du rêve. C'est des choses qui sont tellement simples. C'est juste arriver à se regarder, à être honnête avec soi, à se dire ok, j'en suis là, non, je suis pas ni 3 mètres devant ni 3 mètres derrière, je suis juste aujourd'hui et c'est ok parce que de toute façon j'y peux rien. Et à partir de j'y peux rien, je suis à cet endroit-là, je veux aller où? Mais ça, tout le monde pourrait se poser la question. Simplement, il y a des gens qui, encore une fois, sont tellement pas à leur place qu'au départ il leur faut un élément déclencheur. Mais le moteur, effectivement, c'est eux. C'est ces personnes-là qui vont arriver à développer des ressources. Mais ces ressources, c'est ce que je dis toujours, elles les ont souvent en elles. On ne les connaît pas, ou alors on les connaît mais on ne sait pas s'en servir. Il y a des personnes qui sont souvent en colère, qui finalement débordent d'énergie, donc c'est qu'il y a quelque chose de disponible. Oui. Donc mon travail à moi, c'est d'identifier et les défis et les ressources, d'arriver à ces ressources, expliquer comment on peut s'en servir, et ensuite la personne fait vole de ses propres ailes. C'est ça. Bon, mais parfait. Est-ce que tu avais quelque chose à rajouter, Natacha? Moi, j'ai l'impression qu'on a fait le tour. Ouais, merci beaucoup. De rien. Ça me tenait à cœur, ça fait un moment que j'y pensais à cette vidéo. Et du coup, il y en aura d'autres, parce que j'ai d'autres personnes en tête que je vais interroger. Et puis on aura peut-être l'occasion, je pense, d'en refaire d'autres sur d'autres sujets, parce que il faut pas nous lancer sur des sujets, en fait, sinon on peut faire 100 vidéos à peu près, je pense. Donc ça a été un réel plaisir, merci. Et puis je vous mettrai en dessous son compte Instagram pour que vous puissiez la suivre, et puis aussi également sur Facebook, parce que tu suis sur les deux plateformes, et ton site internet aussi, parce que maintenant tu en as un. Voilà. C'est ça. Donc vous pourrez retrouver toutes les infos si vous voulez être suivi par Natacha. Merci Natacha. Merci beaucoup.